l'argent à partir de ressources stables. Le troisième point qu'il faut absolument résoudre, c'est la sécurisation de la demande. Vous allez aller chercher des ressources stables, donc le financier rentre dans le programme, mais il ne sait pas comment il sort, donc il ne va jamais rentrer. Donc il faut pouvoir sécuriser la demande. Et nous sommes un pays quand même assez particulier, où il faut, je parle souvent en termes de génération, c'est ce que le président Houphouët-Boigny nous a appris. Un pays se construit par génération. Et aujourd'hui, le match à jouer est le match de notre génération. Les gens qui sont nés après l'indépendance, ou un peu de l'indépendance était passée depuis longtemps. On doit relever, faire continuer ce que nos aînés ont commencé. Alors on doit s'inquiéter sur un certain nombre de points. Vous prenez par exemple les fonctionnaires. C'est vrai que le ministère tout à l'heure parlait des gens qui étaient dans l'informel, etc., qui sont un souci, c'est un problème à résoudre. Ce n'est pas un problème, c'est un souci à résoudre. Et prenez les fonctionnaires. On a 300 000 personnes qui sont dans la fonction publique. Combien d'entre elles qui sont donc tous les 25 du mois, depuis 1900, depuis avant les indépendances. Alors, il y a eu les indépendances. Ensuite, il y a eu le développement sous le président Houphouët-Boigny. Et puis, il y a eu, depuis la mort du président Boigny, depuis la mort du président Houphouët-Boigny, toutes sortes de crises. Mais tous les 25, les fonctionnaires étaient payés. Pourquoi aujourd'hui, il y en a 3 ou 4% seulement qui sont propriétaires? Deux explications. Premièrement, quand on social, on dit on n'est pas, c'est vrai, on n'est pas aux objectifs, mais ce programme est loin d'être un échec. Je dirais même que ce programme est un succès. Qui était prévu à l'origine. Mais il a emmené tout le système bancaire national à financer depuis 4 ou 5 ans, depuis 4 ou 5 ans seulement, sur 15 ans ou 20 ans. Donc c'est tout nouveau. Je parle un peu sous le contrôle de M. Kouchi. C'est tout nouveau. Il y a quelques années avant, on finançait pas le logement sur 20 ans. Alors, en quelques années, on est arrivé à ce que de façon systématique, les gens puissent avoir des prêts personnels immobiliers sur 20 ans. Le deuxième point concernant la sécurisation de la demande, ça a été quelques ajustements qui ont été faits il y a 2 ou 3 ans, je crois, sur les quotités cessibles. Les quotités cessibles ont été améliorées, ce qui fait que on a permis à une personne qui gagne 250 à 300 000 francs d'avoir un volume de prêts supérieur à ce qui se passait par le passé. Le quatrième point, c'est le manque de disposition, le manque de mise à disposition de foncier aménagé pour les promoteurs. Nous l'avons vécu à Songon, il y avait du foncier, et il y en a toujours. Je fais partie de ceux qui pensent que le foncier, il y a une solution. Deuxièmement, mais foncier aménagé, c'est quelque chose à repenser de façon globale, mais de toute façon, M. Kokora, dans la logique qui est celle qui est conduite aujourd'hui par le ministre Bruno Koné, à qui je rends hommage, ce travailleur infatigable, cet homme qui s'épuise physiquement, intellectuellement, pour la réussite du programme. Il est bien entendu accompagné par son vaillant secrétaire d'État au logement, le ministre Lataille. Il faut aussi pouvoir tenir compte, lorsqu'on parle de l'implication des entreprises pour la réalisation du programme présidentiel de logement économique et social, c'est que la plupart des entreprises qui se sont engagées frontalement dès le départ
sont des entreprises qui sont sorties avec des pertes. Bilan fragilisé, il faut pouvoir en tenir compte. Sixièmement, il y a conséquence du point 5, la faiblesse des bilans. Et puis, en 7, il y a la faiblesse de la collaboration entre les promoteurs et les grands constructeurs mondiaux. En tant que chambre, et je parle aussi pour Siriki, voilà les 7 points qui, nous pensons, ont été des freins à l'atteinte des objectifs. Maintenant, comme partout, il y a pu y avoir ici ou là des problèmes liés à la gestion des entreprises, mais il faut travailler pour résoudre ces problèmes-là. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, une fois ces problèmes identifiés, je dirais que le premier point dont on a parlé, c'est le manque d'accès au financement, qui est une réalité. À travers un certain nombre de voies, nous ne pouvons pas en parler aujourd'hui, mais nous pouvons vous dire que nous sommes, avec notre autre chambre, avec le président Siriki, extrêmement actifs. Si Dieu le veut, dans les mois à venir, nous parviendrons à pouvoir dire aux Ivoiriens les objectifs fixés par le gouvernement qui deviennent nos objectifs à nous ont les ressources pour pouvoir être financés. Nous avançons bien sur cette démarche-là et à partir de ressources à long terme. J'espère vraiment, avec tout le travail qu'on met, avec le soutien qu'on a de partout, de nos autorités, pouvoir être capable de pouvoir arriver devant vous dans ces prochaines semaines, j'espère, je dirais, pour être plus prudent dans ces prochains mois, en disant ce problème est résolu. Ça va, la même chose, la logique de ressources stables. On ne peut pas courir après ce type d'objectif-là, avec ce type de volume-là, avec des financements à 1 an ou 2 ans. Il faut pouvoir avoir des financements à 10 ans ou à 15 ans. Et ça, en s'appuyant sur des structures de développement. L'absence de sécurisation de la demande, on en a parlé déjà tout à l'heure, donc je ne reviens pas sur ce point-là. Le manque de disposition de foncier aménagé, on en a parlé aussi. En résolvant le problème de financement à long terme avec les personnes avec lesquelles nous sommes en train de parler aujourd'hui, on a aussi introduit ce qui était nécessaire pour le financement du foncier aménagé. Donc, si nous réussissons sur ce qui concerne les promoteurs, ben, ça sera dans l'ensemble des solutions à apporter, la solution sera apportée pour le foncier aménagé. On parle des sociétés, il faut tenir compte des pertes qui ont été réalisées pour les premiers qui se sont lancés dans les opérations de logement économique et social. Alors sur ce point, c'était au début, au niveau de nos tutelles, assez désagréable à entendre. Et pour nous-mêmes, c'était assez désagréable d'en parler, mais le fait est qu'un certain nombre d'entreprises se sont retrouvées avec 400, 500 logements construits, et puis avec l'impossibilité pendant plusieurs années de pouvoir les vendre. Grâce au ministre Bruno Nataï, c'est pour ça que je lui rendais hommage tout à l'heure, grâce au ministre Bruno Koné, grâce au secrétaire d'État Nataï, ces problèmes-là sont derrière nous. Il n'empêche qu'elles ont fragilisé les situations bilancielles d'un certain nombre d'entre nous. Et puis,
les financements à long terme peuvent être une solution définitive pour résoudre ce problème-là. Le sixième point étant la faiblesse des bilans de certains promoteurs. Oui. Tout ceci est lié. Il faut qu'on puisse travailler à renforcer nos bilans. Et puis, la faiblesse de la collaboration entre entreprises nationales et entreprises multinationales étrangères. Là aussi, il faut faire attention. On est dans un pays qui a une très très longue histoire, bien que nous soyons indépendants simplement depuis 1960. Donc ça fait 62 ans. Mais on a une très très longue histoire. Quand on parlait au président Houphouët-Boigny dans les années 45 déjà d'alliance entre les très très gros planteurs et les petits planteurs, qu'est-ce qu'il disait? Souvenons-nous, il disait: je ne veux pas de l'alliance du cheval et du cavalier, parce que dans la position dans laquelle je suis et dans la position dans laquelle le plus gros est, je sais d'avance qui sera le cheval et qui sera le cavalier. Alors sur cette démarche-là, il faut pouvoir faire attention. Et c'est là où, Dieu faisant les choses à merveille, nous avons rencontré notre ministre hier pour absolument pour autre chose. On était avec Siriki et M. Bokora était aussi là, qui nous a expliqué dans les détails, non. Il s'agit de voir comment vous pouvez vous allier. Et les thèmes de notre intervention lors de cette rencontre avaient déjà été écrits avant cela. On dit, oui, on ne veut pas se retrouver comme dans certaines filières qui existent ici en Côte d'Ivoire. Secteur financier. Quelques Ivoiriens se battent. Mais additionnons les parts de marché. Dans le secteur bancaire, nous représentons quoi? Prenons la filière café-cacao, qui est quand même le poumon, qui a été pendant longtemps le poumon de notre économie. Nous lisions il y a quelques jours l'intervention du président Ouattara, dans laquelle il disait: attention, le secteur agricole représente quand même un peu plus de 60% de notre produit intérieur brut, malgré le pétrole, malgré tout ce que est trouvé. Pendant cette filière-là, nous représentons quoi aujourd'hui? On doit, pour corriger les choses, il faut qu'on se dise la vérité. On produit 100%, on ne représente pas 2,5% des exportations. Alors, ceux qui exportent vont dans leur banque de pays, des banques dans leur pays. Résultat des courses, vous pouvez avoir demain des prix de ces matières premières à 10 000 et 15 000 francs CFA. Ça ne va pas changer beaucoup la vie de l'économie ivoirienne. Parce que la plus-value qui sera réalisée sera une plus-value qui sera externalisée. Donc voilà, écoutez, par contre, il faut pouvoir trouver des alliances avec les grands groupes internationaux et puis avoir de l'argent pour pouvoir payer les productions qu'elles vont faire. On ne sait pas produire, nous, 10 000 ou 15 000 logements par entreprise par an, mais d'autres savent le faire. Il faut que nous puissions nous organiser pour pouvoir avoir les ressources pour pouvoir payer ces productions-là. C'est dans ce cas-là que l'alliance entre ces multinationales et nous deviendrait des alliances pour lesquelles nous serons prêts à nous battre. Je vous remercie. Voilà, merci infiniment M. Daniel Félix Asher, président de la Chambre des promoteurs, aménageurs et constructeurs de Côte d'Ivoire. Nous passons le micro à notre prochain expert, M. Éric Kochi, directeur de l'immobilier et des entreprises à la BHCI. Monsieur Kochi, vous avez 15 minutes. Merci. Merci beaucoup. Donc, je salue cette rencontre et surtout cet espace qui est vraiment
un espace privilégié pour nous en tant que Banque de l'Habitat de pouvoir présenter un peu tout ce que nous sommes en train de penser, en train de faire, seulement pour trouver une solution au programme des logements sociaux. Je salue surtout ce panel et surtout les intervenants parce que nous avons sur les 4 acteurs qui ont travaillé, qui sont intervenus sur le programme des logements sociaux. Je vois que les 3 principaux sont là. Je veux parler des producteurs représentés par Siriki et Huchère. Ils sont les représentants des promoteurs immobiliers. Nous avons également Kokora qui représente le ministère. Et moi, je suis là un peu en tant que banquier, donc je représente un peu les banquiers. Alors, il s'agit de faire l'état des lieux du programme des logements sociaux, comment il s'est comporté, quels sont les résultats, quelle est la situation, et dans un deuxième temps, de voir les perspectives. Alors, ce que je vais dire maintenant, c'est un peu le prisme, le regard du banquier sur tout ce qui s'est passé. Alors, quel constat nous faisons, quel état des lieux nous faisons? Je vais le présenter sous 3 axes. Le premier axe, c'est l'état des créances pour lesquelles les banques ont eu à accompagner donc, les promoteurs sur le programme. Quel est aujourd'hui l'état de ces créances-là dans les comptes des banques? Alors, je veux dire tout simplement que voici un programme dans lequel les banquiers sont intervenus et ont accompagné les promoteurs. Mais ce n'était pas un programme où les financements étaient prévus pour 7 ans, 8 ans. Ce sont des crédits construction, des crédits court terme. Et les banquiers donc sont venus avec des maturités court terme pour construire des logements, les livrer et revenir en revolving afin de pouvoir accompagner le programme jusqu'à terme. Mais il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, 8 ans, 9 ans, 10 ans après, il se trouve qu'il y a des projets, des chantiers qui ont démarré, mais qui ne sont pas encore achevés, qui ne sont pas encore livrés. Donc voici, donc aujourd'hui, c'est beaucoup des créances qui ont été, des crédits qui ont été accordés par les banques se retrouvent aujourd'hui dans les états financiers des banques comme des créances soit restructurées, soit carrément des créances en CDL, parce qu'il n'y a pas assez de visibilité. Donc sur le plan de l'accompagnement des banques, voici déjà un état des lieux que nous pouvons faire. Pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé dans cette situation? Parce que soit les maisons ont été construites, mais les conditions d'habitabilité qui sont liées à la réalisation des VRD n'ont pas été réalisées ou bien n'ont pas été achevées. Donc les maisons existent, mais les maisons ne peuvent pas être livrées parce qu'elles ne peuvent pas être habitées. Ça, c'est le premier constat que nous faisons. Le deuxième axe de constat que nous faisons, c'est au niveau des comptes séquestres. Tout le monde a salué à un moment donné le dynamisme des comptes séquestres qui, à une certaine époque, atteignait pratiquement 45 milliards. Et tout le monde se réjouissait de cela. Mais aujourd'hui, tous ces comptes séquestres ont quasiment fondu dans les comptes des banques. Pourquoi? Parce que les acquéreurs ont commencé à ne plus avoir suffisamment de visibilité, donc ce qui a créé une certaine désaffection. Donc les mises, les apports personnels que les acquéreurs ont eu à réaliser, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il fallait récupérer ces apports-là pour les réinjecter, soit dans d'autres projets, soit dans d'autres affaires. Donc du coup, toute cette ressource qui a été mobilisée, aujourd'hui, a quasiment fondu dans les comptes des banques. Et le troisième constat, c'est l'axe que je pourrais appeler les véhicules financiers que l'État a mis en place pour accompagner les acquéreurs dans ce programme immobilier. Je veux parler notamment du CDMH. Et le CDMH était une très bonne idée parce que le CDMH existait déjà. Mais il nécessitait qu'il soit revu, reformulé, et la reformulation devait donc faire passer le taux d'intérêt de 9% à quasiment 5,5%. Ce qui a été fait, mais un peu tardivement. Parce que c'est à partir de fin 2017-2018 que justement cette réforme-là
a été effectivement réalisé. Mais ce qui a été le point faible du CDMH, c'est le fait que les conditions édictées pour qu'un programme immobilier soit agréé au CDMH étaient des conditions quand même assez difficiles. Il fallait donc avoir une exonération, il fallait un certain nombre de choses, et il était difficile donc aux promoteurs de remplir toutes ces conditionnalités pour faire agréer leur programme. Autant que leur programme n'est pas agréé, l'acquéreur qui est en face, il ne peut pas bénéficier du taux de 5,5%. De sorte que les acquéreurs les banquiers étaient obligés d'aller sur les crédits acquéreurs avec des taux normaux, avec des taux commerciaux normaux. De sorte que, quelque part, ce fonds qui a été mis à la disposition pour accompagner le programme n'a pas véritablement fonctionné. Alors, cet état des lieux fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut comme réforme, comme nouvelle idée pour pouvoir se projeter dans une perspective où l'activité reprend et où les banques puissent accompagner. Nous disons que dans cette affaire, il faut véritablement de la visibilité. Et nous réjouissons des dernières réformes parce que nous, en tant que banque de l'habitat, donc spécialiste du financement de l'immobilier, nous sommes pleinement associés à cette nouvelle réforme qui a été mise en place. Mais nous disons qu'il y a 3 points sur lesquels il faut pouvoir sécuriser les actions. Le premier point, c'est au niveau du foncier. Il faut que le foncier soit sécurisé. Quand je dis sécurisé, l'État doit pouvoir donner, comment est-ce que je pourrais dire, l'État doit pouvoir identifier des parcelles sur lesquelles les projets doivent être réalisés. Et l'État également doit pouvoir, sur ces parcelles-là, réaliser ce qu'on appelle les VRD primaires. Il est important. Parce que quand les VRD primaires ne sont pas réalisés, ça voudrait dire que quand la maison va sortir, la maison ne pourra pas être habitée, elle ne pourra pas être livrée. Donc l'acquéreur ne pourra pas donc bénéficier de l'accompagnement bancaire qu'il faut pour entrer dans sa maison. Parce que quand le banquier donne le crédit acquéreur, cela veut dire que les 2 ou 3 mois qui suivent, l'acquéreur va commencer à être précompté en ce qui concerne l'échéance. Donc il faut que l'État intervienne dans le foncier pour le sécuriser et pour le préparer pour la réalisation des logements. La deuxième chose qu'il faut, nous pensons qu'il faille mettre en place un système pour sélectionner des producteurs qui ont quand même de l'expérience et qui ont une référence, qui ont une certaine capacité de production. Parce que Kokora l'a dit tantôt, il s'agit de réaliser 150 000 logements. Et réaliser 150 000 logements, il ne faut pas se retrouver avec des producteurs qui ne sont pas capables de réaliser 50 logements par an. Ce n'est pas possible. Donc il faut mettre en place ce mécanisme. Et dans la nouvelle organisation qui est en train de se mettre en place, l'ANA aura ce rôle-là à jouer. Et le troisième axe sur lequel il va falloir intervenir, c'est le financement. Et à ce niveau, la Banque de l'Habitat est partie prenante de l'organisation qui est mise en place, seulement qu'il va falloir lever les fonds nécessaires, les mettre à la disposition de la Banque de l'Habitat pour que la Banque de l'Habitat puisse user de son savoir-faire de structuration de prêts pour accompagner justement ces producteurs. Et pour terminer, justement, il faut qu'il y ait des acquéreurs en face. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a le fonds de garantie qui est en train d'être mis en place pour pouvoir justement tous ceux qui sont désirés d'acquérir des logements sur ce programme. Donc je voulais vous remercier. Merci. Merci infiniment à M. Petit, directeur de l'immobilier des entreprises à la PHCI. Nous passons le micro enfin à M. Siliki Sangale, président de la Chambre des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. En l'ovation, s'il vous plaît.
très facile de parler après M. Huchet, M. Kokora et M. Kouti. Je pense que d'entrée de jeu, je vais remercier ceux qui ont eu la brillante idée d'organiser cette rencontre. Ça va permettre non seulement de comprendre un peu les différents mécanismes mis en place, mais aussi de permettre des rapprochements concernant la nouvelle vision du programme des logements socio-économiques et de standing. En ce qui me concerne, je pense que l'état des lieux a été suffisamment fait par M. Kokora, M. Hucher, Daniel, le président Daniel, et le directeur M. Kouti. Donc je vais me contenter d'apporter des solutions, d'apporter, comme on l'appelle, une contribution concernant surtout le modèle de financement. Concernant le ministère de la Construction, on a suffisamment travaillé sur les différentes réformes. Leur accompagnement institutionnel est connu. Ils ont fait des réformes il n'y a pas très longtemps concernant le fonds de garantie, concernant la gestion du foncier, concernant la mise en place d'une nouvelle agence dénommée Agence de l'Habitat. Mais le gros problème qui se pose, et on n'en parle pas assez, c'est qu'il a bloqué réellement le mécanisme de logement de production massif, c'est surtout la structuration du financement. Quel modèle vraiment financier qu'il faut mettre en place, modèle économique, pour que le programme puisse marcher. Je vais simplement dire que les programmes que nous faisons, les programmes de logement socio-économique, ce sont des programmes des banques de développement. Ce ne sont pas des programmes de banques commerciales qui ont des contraintes par rapport à la législation, à la Banque centrale. Il y a un certain délai de financement, il y a des ratios à respecter. Donc il faut que le relais soit pris bien évidemment par les banques de développement, des fonds d'investissement ou des fonds de pension. Je vais donc diviser en deux la structuration. Il y a les crédits acquéreurs, il y a les crédits promoteurs. Les crédits promoteurs, normalement, ça peut être financé par évidemment les banques commerciales qui, dans la structuration de leur financement, en prenant toutes les garanties nécessaires, peuvent faire des crédits à court terme jusqu'à 5 ans, 3 ans. Ce que je disais tout à l'heure, le programme a été fait par rapport à une certaine maturité. Aujourd'hui, on est au-delà. Et l'idéal pour nous, c'est de combiner le crédit promoteur qui est possible dans la banque commerciale, relayé après par la banque de développement. Je m'explique. Aujourd'hui, on parle de mécanismes de commercialisation. Avant d'en arriver là, il y a les risques de performance qu'il faut voir. Nous, on a deux risques essentiels dans ce que nous faisons. Le risque de performance, parce que pour la banque, c'est très important, il faut quand même qu'on ait des professionnels pour pouvoir construire, et le risque de commercialisation. Donc, des acquéreurs qui ont la capacité de pouvoir non seulement respecter les critères bancaires des côtés cessibles, mais aussi d'être dans un mécanisme d'une mouvance pour pouvoir respecter les échéances jusqu'au bout de 20-25 ans. Aujourd'hui, on a assisté à une conférence de presse de ministres qui nous disait qu'il y a 80% de personnes qui sont en location. Il y a 20% qui sont propriétaires. Et il y a 20% seulement de personnes qui sont bancarisées. Ces 20% bancarisés, il y a encore des smicards, il y a certains qui n'ont pas la quotité cessible. Comment permettre à ceux-là d'avoir un logement? Quel mécanisme économique il faut mettre en place? Il y a aussi le secteur informel. Ce secteur informel-là, comment trouver le mécanisme de bancarisation? Pardon, il faut les bancariser bien évidemment, mais comment déjà trouver le mécanisme de financement pour leur permettre d'avoir un logement? Aujourd'hui, l'État et le ministère, leur problème essentiel, c'est comment produire les logements socio-économiques. Donc, diriger vers une certaine cible, et cette cible-là, on sait très bien que c'est une cible à faible revenu. Donc, le mécanisme que nous pouvons proposer avec tout l'état des lieux qu'on vient d'entendre tout à l'heure, c'est que la banque commerciale fait son travail de financement du crédit promoteur à court terme et aussi
financer les acquéreurs qui sont bancarisés, qui respectent leurs conditions. Maintenant, c'est de permettre à la production d'être rachetée par une banque de développement. D'ailleurs, on y travaille avec le président Hucher, Daniel, sur des financements longs. Il y a la BOAD qui est là, il y a le fonds de soutien africain, il y a nos partenaires financiers qui sont là avec des fonds d'investissement, qui rachètent les stocks comme dans les fonds de pension pour les remettre sur le marché, soit location-vente, soit location simple ou des paiements à tempérament. Mais en tout cas, l'investisseur, lui, doit avoir la capacité de pouvoir racheter le stock. Donc, si on combine financement court et financement long, on peut amener, en fait, une certaine possibilité pour pouvoir commercialiser de façon fluide et faire de la production massive. Je prends l'exemple dans les pays européens, à l'époque, il y a eu l'aide à la pierre. On a vu, comme on appelle, des structures qui ont été mises en place à l'époque, telles que la Caisse des dépôts et des consignations. Il y a eu des structures qui avaient été mises en place, des fonds de pension, qui ont pu permettre à l'achat des logements qui avaient été faits par des constructeurs locaux ou des constructeurs venus d'ailleurs. Parce que l'essentiel de l'investisseur, c'est qui est ma contrepartie. C'est-à-dire, je construis des maisons, qui va m'acheter ces maisons-là? J'investis, comment je sécurise mon investissement? Le banquier, lui, son risque, ok, je vais donner de l'argent, est-ce que celui qui est en face de moi est professionnel? Est-ce que le risque performance est minimisé? Vous voyez un peu. Donc ce sont ces deux combinaisons-là qui font aujourd'hui que le programme ne bouge pas du tout, malheureusement. C'est vrai, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut faire tous ces états des lieux-là. Tant qu'on n'arrive pas à trouver ce mécanisme fluide-là, on ne pourra jamais produire 20 000, 30 000, 40 000 logements par an. Parce qu'il faut une production, il faut une sortie. Au milieu, je crée entendre ce matin, même tout à l'heure, avec le directeur des grands projets immobiliers, qu'il y a des possibilités, par exemple, des sociétés nationales, il y a la Caisse des dépôts et des consignations aussi, qui est là, il y a la CNPS, il y a d'autres qu'il faut intéresser. Leur rôle, ce n'est pas de construire des logements. Le rôle du ministère, ce n'est pas de construire des logements. Le rôle d'une banque, ce n'est pas de construire des logements. La banque a son travail de financer, de vendre de l'argent. Et nous, notre rôle, c'est de pouvoir faire la promotion immobilière et les constructeurs font leur travail et la commercialisation se fait. Alors, pour terminer, comme j'ai promis à William, il ne peut pas être très long. Donc, pour terminer, je voudrais simplement dire que, en collaboration bien évidemment avec le président Hucher, on est en train de préparer sur la mise en place d'un système pérenne pour pouvoir structurer des financements de sorte qu'on puisse aller à 25 ans. Des logements qui sont construits, c'est des logements abordables, mettre en place des mécanismes PPP, partenariat public-privé, où l'État aura sa partition, notamment la mise en place du foncier. M. Coty le disait tout à l'heure, c'est très vrai, avec les VRD qui sont faits. Dans certains pays, ils vont jusqu'au VRD tertiaire, où le rôle du promoteur, c'est la construction. Une fois que c'est construit et que la commercialisation est faite et que le risque performance a diminué, je pense que tout ce qu'on a étalé aujourd'hui comme problématique, ça sera résolu. Donc je vais donc conclure. C'est ça. Et donc, remercier évidemment tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette rencontre-là, et puis les encourager à en faire très, très, très souvent. Donc, sous le contrôle du président Daniel Hucher, je pense que nous avons aussi très bientôt une rencontre dans ce sens-là, pour pouvoir réunir aussi tous les acteurs, pour trouver, parce qu'on est à la recherche toujours de trouver des solutions. Aucune rencontre n'est de trop tant qu'on n'a pas encore trouvé une solution définitive. Donc merci beaucoup et merci à tous et à toutes. Nous disons grand merci à M. Siliki Sangaré, président de la Chambre des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui aurait une question? Une seule personne, ok. Merci.
merci à tous les intervenants. J'avais une question à l'attention du représentant du ministère. Donc depuis, je crois, 3 ou 4 mois, je sais que le gouvernement, piloté par le ministère de la Construction et de la Primature, il y a un projet, il y a des réformes qui sont en train de se faire en ce moment pour justement aller dans le sens de ce que les promoteurs ont dit, augmenter la production de logements sociaux en Côte d'Ivoire face au déficit qu'il y a. Et je peux comprendre, un des axes majeurs, c'était de trouver un dispositif de commande publique qui permettrait donc de massifier la production de logements sociaux. Et donc, ceci devrait pouvoir voir le jour avec l'arrivée, je crois, de certains producteurs. On a même vu le ministre de la Construction qui a fait des tournées en Afrique pour vendre la Côte d'Ivoire et attirer les grands producteurs de logements sociaux. Moi, en tant qu'acteur, j'ai une inquiétude. Voilà, M. Sangaré l'a dit tout à l'heure. Il y a la question du financement, l'accès au coût du financement aussi bien pour l'acquéreur que le promoteur. Est-ce que quelles dispositions au niveau du ministère ou au niveau de l'État sont en train d'être prises pour éviter que ces grands groupes-là, quand ils vont arriver, étouffent justement l'éclosion et l'émergence des promoteurs nationaux? Quand on sait qu'en général, la capacité des promoteurs nationaux, rares sont ceux qui arrivent à pouvoir produire plus de 1000 logements par an. Alors que vous avez l'expérience de certains groupes, notamment au niveau de nos frères du Maghreb, qui peuvent produire 10 000 unités par an et qui peuvent bénéficier, pour certains en tout cas, de fonds souverains qui ont d'autres mécanismes pour avoir accès au financement à des taux suffisamment compétitifs. Merci. Voilà, donc l'idée c'est vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour protéger l'écosystème au niveau des nationaux? Merci infiniment. Nous allons permettre à monsieur le représentant du ministère de la Construction de répondre très rapidement, s'il vous plaît. C'est une question quasiment un développement. Peut-être que l'idée, ce ne sera pas forcément de toutes les réponses, on pourra certainement échanger, en tout cas si vous le souhaitez, plus en détail certains aspects. Oui. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour nous, il ne faut pas voir les faibles, faut pas le voir en termes de faiblesse ou de crainte. Il faut voir l'opportunité plutôt qu'offre notre secteur à l'ensemble des acteurs de la chaîne de se professionnaliser. Parce que pour nous, ça ne sert à rien d'avoir un tel programme, une telle ambition, où l'État dégage autant de moyens, si ce n'est pas possible de pouvoir structurer tous les acteurs de la chaîne. Donc la venue des grands groupes, ce n'est pas une venue pour coloniser les promoteurs locaux. Au contraire, je pense que M. le ministre, comme l'a dit en conférence de presse ce matin, la vision du ministère est très claire. Il faut que les promoteurs locaux aillent chercher ses partenaires. Dans notre vision, c'est les promoteurs locaux qui doivent aller vers ses partenaires et qui doivent porter ces projets avec ses partenaires. Une fois que le promoteur local arrive à attirer un investisseur, un constructeur qui peut être quelqu'un qui a déjà peut-être construit un peu plus dans son pays, mais naturellement, ce promoteur local-là devient le porteur du projet et l'entreprise ne devient qu'une exécutante en termes de construction. Donc pour nous, c'est de créer un cadre dans lequel ces promoteurs privés-là vont aller en contact avec les constructeurs étrangers, prendre la technologie, se performer pour que dans 2 ans, dans 3 ans, on puisse dire que nous avons aussi, je ne sais pas, des Adoua ou des promoteurs qui peuvent aussi aller exporter cette technologie-là dans nos pays d'association. Voilà. Merci infiniment à tout le monde. Eh bien, nous allons acclamer très fort nos experts pour cette présentation. Et leur demander, M. s'il vous plaît, pour la photo de famille. Et donc, nos chasseurs d'images vont immortaliser ces moments-là. Juste là. Voilà, merci infiniment. Le temps pour moi, rapidement, d'annoncer le panel suivant.